Alors, bonjour, bonne soirée, bon après-midi et bienvenue à la présentation pour Finances personnelles aujourd'hui. Donc, mon nom est Martin Carrette, je suis conseiller financier avec la CCIP. Ça fait maintenant près de 10 mois que je suis avec CCIP. J'ai fait 7 ans avant ça pour faire du counseling dans un domaine à but non lucratif. Et puis, j'ai environ 15 ans d'expérience dans le domaine bancaire avant ça. Donc, j'amène un petit peu d'expérience de ce côté-là. Donc, j'aime garder les discussions ouvertes. S'il y a des questions, quoi que ce soit, définitivement, vous pouvez l'utiliser la boîte de chat ou tout simplement poser la question. Donc, aujourd'hui, chose qu'on va parler, donc c'est la première présentation d'une série de 3. Donc, aujourd'hui, on va parler définitivement du côté budget, comment travailler avec un budget de la bonne manière, et puis on va parler de différents trucs pour pouvoir épargner et sauver un petit peu d'argent. Donc, les avantages d'être meilleur au niveau de notre littératie financière, c'est de maîtriser notre avenir financier, nous aider à obtenir nos objectifs, répondre à nos besoins sur notre famille, consommer plus intelligemment, réduire le stress. Le stress financier, c'est un gros stress pour plusieurs personnes. Ce n'est pas juste des soirées sans dormir, mais ça peut aussi causer des problèmes interpersonnels, des problèmes avec nos relations. Donc, c'est important de regarder ça. Et puis finalement, pour nous aider à gagner confiance quand ça vient à considérer et gérer nos finances personnelles. Donc, on va commencer avec quelques petites questions, des petits quiz juste pour donner une idée de voir ce que la situation financière là, en général au Canada regarde pour les Canadiens. Donc, faire un budget, pourcentage moyen de la population canadienne qui épargne. Donc, si vous voulez utiliser le chat pour choisir A, B ou C, je vous donne quelques instants pour répondre. OK. Donc, les réponses qu'on a eues, c'est A, c'est bien ça, donc 5 La plupart des livres financiers vous diraient qu'on devrait sauver à peu près 20 de notre salaire. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement réaliste avec le coût de la vie. Ça devient définitivement très difficile. Par contre, si on regarde un but de 10 bien là, ça nous met au-dessus de la moyenne canadienne, qui serait un bon chiffre présentement à travailler. Donc, si on peut mettre en épargne à peu près 10 de notre revenu, ça nous met dans une meilleure position que la plupart des gens présentement. Pourcentage de ménages canadiens qui établissent un budget pour régler leur argent. Donc, 1, 2 ou 3. 32 réponse, oups, donc c'est 46 donc 2. Donc, il y a plusieurs gens qui disent qu'ils travaillent avec un budget. Par contre, je peux parler aussi d'expérience, donc à travailler avec les gens. Il y a beaucoup de gens, oui, ils ont un budget, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent avec leur budget de la bonne façon. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. On va regarder un budget, comment travailler avec un budget de la bonne manière. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font juste 50 d'un budget, puis ils oublient la partie la plus importante. Donc, on va parler de la partie la plus importante aujourd'hui. Meilleur moyen d'épargner pour les imprévus. Acheter un billet de loterie chaque semaine, miser sur des amis qui pourront vous prêter de l'argent ou mettre de l'argent de côté dans des fonds, pour des fonds d'urgence. Donc, celle-là, elle est facile. Par contre, le billet de loterie, on aimerait bien ça, mais les chances ne sont pas très bonnes. Donc, définitivement, c'est de mettre de l'argent de côté à tous les mois pour s'assurer en cas d'imprévu. Donc, c'est la meilleure manière. Donc, à ce moment-ci, on va sauter dans la première partie. On va parler côté budget, qui est vraiment un outil extrêmement utile pour nous tous, qui nous aide vraiment au côté finances personnelles. Donc, 93 des Canadiens qui établissent un budget le respectent, ce qui veut dire que donc, les gens qui travaillent avec un budget, ça fonctionne et en général, ont tendance à continuer parce que c'est un outil très puissant qui nous donne beaucoup d'informations où notre argent va. C'est vraiment ça la question, c'est qu'est-ce qui arrive à notre argent. Et puis, on a souvent une petite déconnexion entre notre perception et la réalité. Donc, c'est ce qu'un budget peut faire, c'est éliminer la perception et à ce moment-ci, nous offrir une vue réalistique de nos dépenses. Donc, quand ça vient d'un budget, c'est quand même assez simple. Il y a 2 parties, donc il y a revenus et dépenses. Donc, ce n'est pas très, très compliqué.
Quand on regarde à la première partie revenus, donc là, à ce moment-ci, on regarde seulement les revenus qu'on reçoit tous les mois. Donc, c'est des revenus réguliers mensuels. Donc, ça peut être des revenus d'emploi, pension, investissement, tant que c'est mensuel. Donc, des fois, on reçoit, même du côté investissement, c'est aux 3 ou 4 mois ou une fois par année. Donc, ce genre de revenus-là, d'habitude, c'est mis de côté. Quand on crée le budget, on regarde vraiment toutes sources de revenus mensuels. Au cours du mois, si on reçoit des revenus additionnels, à ce moment-ci, on peut les indiquer dans notre budget, mais ça ne fait pas partie de notre planification comme telle. La plupart des gens sont quand même assez bons à savoir leurs revenus. C'est la partie probablement la plus facile. Ensuite, on regarde, ici, on a des exemples de revenus mensuels pour différents types. Donc, c'est plus générique là, au niveau national canadien. C'est juste pour donner des idées. Au niveau des dépenses, quand on regarde nos dépenses, à ce moment-ci, on a deux types de dépenses, donc des dépenses fixes et variables. Donc, les dépenses fixes sont les types de dépenses que la plupart des gens connaissent très bien, parce que c'est souvent les plus gros montants. Donc, le loyer, hypothèque, les assurances, paiement de prêts, paiement d'auto, ces genres de choses-là. La plupart des gens sont quand même très bons avec ces dépenses-là, parce que c'est toujours la même chose tous les mois. Quand on tombe dans les dépenses variables, c'est là où que souvent la perception et la réalité n'est pas toujours égale. Donc, c'est définitivement que là, faire du budget peut vraiment nous aider. C'est sûr que tous les mois sont différents. Quand on regarde mon essence, épicerie, ça peut varier de mois en mois. Par contre, il y a quand même une moyenne avec le temps qu'on peut voir en général, c'est quoi nos dépenses. Ça fait que souvent, puis je vais m'excuser pour les petits anglicismes ici puis là, mais on découvre des patterns à ce moment-ci. Donc, c'est aussi les dépenses où il y a plusieurs gens qui ne réalisent pas nécessairement combien ils dépensent. Donc, c'est encore là où un budget peut vraiment nous aider. Encore là, des exemples de dépenses fixes mensuelles, moyenne canadienne par type. Donc, encore là, ça peut quand même varier là, pas mal dépendant de où qu'on vit. Même chose avec les dépenses variables. Donc, c'est vraiment des dépenses individuelles. Il faut regarder chaque individu. On a toutes nos petites habitudes, nos manières de faire les choses. Donc, à ce moment-ci, c'est vraiment des chiffres à niveau haut. Il faut vraiment regarder nos propres habitudes pour vraiment voir c'est quoi nos dépenses. Donc, si vous n'avez jamais fait un budget, la première version de votre budget, c'est vraiment ce qu'on appelle un coût de vie, donc budget coût de vie, où qu'on regarde vraiment juste les dépenses nécessaires, donc le loyer, électricité, nourriture, ces choses de genre-là. Donc, quand on regarde pour les dépenses, bon, pour peut-être les vêtements, repaiement de dette, mettre de l'argent de côté, on va regarder ça en partie 2. Parce que la première partie, il faut faire sûr que votre budget de coût de vie fonctionne. Si ce budget-là ne fonctionne pas, bien là, à ce moment-ci, on a déjà du travail à faire avant de pouvoir commencer à rajouter des coûts à votre budget comme des épargnes. Donc, c'est la première version qu'il faut créer à ce moment-ci pour vraiment voir de quoi que ça a l'air. Quand ça vient côté budget, à ce moment-ci, la première partie, voilà mon revenu, voilà mes dépenses, ou moins ce que je pense au niveau du mois. Bon, on fait la différence entre notre revenu et ces dépenses-là. On a soit un positif ou négatif. Donc, ça, c'est seulement 50 d'un budget. Ça, c'est vraiment notre perception pour une grosse partie. Il y a certains chiffres qu'on sait définitivement. Mais le travail dans un budget, ça vient pour la deuxième partie, qui est faire des suivis au niveau de mes dépenses. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est quoi la réalité pour éliminer la perception? Donc, pour la plupart des gens, il n'y a vraiment pas une tonne de choses à garder des reçus puis vérifier. Il y a une grosse partie de nos dépenses qui sont tout seulement qu'une fois par mois. Donc, ceux-là sont faciles. Puis d'habitude, on reçoit une facture de quelque sorte, puis c'est facile à vérifier. Donc, quand on regarde, c'est vraiment du côté de dépenses variables, donc essence, épicerie, restaurant, sortie, les petites choses comme les cafés, dépanneurs, c'est les choses qui nous restent à garder un œil dessus pour voir c'est quoi vraiment nos dépenses. Donc, il y a plusieurs techniques disponibles quand ça vient à ça. Donc, garder des reçus, qui est classique. On peut avoir un carnet, écrire dedans. De nos jours, on a tous des téléphones, on peut s'écrire des notes. Il y a beaucoup de gens qui utilisent beaucoup carte bancaire, les guichets, qui payent Interact. Donc, on peut toujours regarder notre compte de banque pour voir nos dépenses. La seule chose qui est difficile avec cette technique-là, c'est qu'on voit les dépenses, on voit les transactions, mais là, on ne sait pas toujours nécessairement c'était quoi.
Donc là, on le met où dans notre budget? Donc ça, c'est un petit peu plus difficile de ce côté-là, donc il faut faire attention. Il faut aussi faire attention, bon, pour côté épicerie, dépendant où qu'on fait nos achats. Il y a certains magasins où que oui, on peut faire notre épicerie, mais on peut sortir de là avec du linge, des électroniques ou quoi que ce soit. Donc, il faut faire attention pour séparer ces autres achats-là, pour ne pas regarder tout d'un coup notre budget et dire, oh mon Dieu, je dépense trop au niveau épicerie, ou la réalité, c'est qu'il y a d'autres choses de mélanger avec ça. Bon, des choses comme produits de nettoyage, papier de toilette et puis tout ça, la plupart des gens vont mettre ça sous la ligne épicerie, qui est correct, parce qu'encore là, on voit un genre d'histoire, puis ça revient pas mal à la même chose à tous les mois. Mais c'est tout simplement de trouver une technique qui fonctionne pour vous. Surtout les petits achats, bon, café, dépanneur et puis tout ça, c'est souvent des achats de 2-3 $. Par contre, ces achats-là peuvent additionner au cours du mois. Une des techniques, c'est de se payer une allocation par semaine. Donc, si on dit que 50 $ par semaine, c'est pour mes petites dépenses de tous les jours. Donc, une technique de garder un œil sur ces dépenses-là pour garder ça facile. Bon, ben, on se met 50 $ comptant dans nos poches, puis ça, c'est mon argent pour la semaine. À ce moment-ci, je n'ai pas besoin de garder de reçus. Je suis mon 50 $. C'est que si avant la fin de la semaine, ben, je l'ai tout dépensé, ça veut dire qu'il ne m'en reste plus jusqu'à la semaine prochaine. Donc, c'est une technique à ce moment-ci de garder un œil sur les dépenses. Puis là, ben, si on ne triche pas et on ne sort pas d'eau d'argent, ça fonctionne. Donc, c'est une question de combien qu'on veut s'allouer pour nos dépenses là, au cours de la semaine. Donc, comme je disais, quand on fait notre budget à ce moment-ci, on a notre revenu et nos dépenses. Donc, soit qu'on a un excédent, donc ce qui veut dire qu'il nous reste de l'argent après que toutes nos dépenses sont payées. Donc là, à ce moment-ci, on peut définitivement regarder à payer les dettes s'il y en a. On peut regarder à mettre de l'argent de côté, planifier pour notre futur. S'il y a un déficit, bien là, à ce moment-ci, il faut déjà commencer à regarder au budget pour voir comment on peut changer ça. Donc, malheureusement, augmenter le revenu est toujours la partie la plus difficile. Donc, d'habitude, on va regarder au niveau des dépenses s'il y a des choses à ce moment-ci ou des changements qui peuvent arriver pour aider le budget, pour régler le déficit. Donc, ça ressemble à quoi à ce moment-ci? Donc, là, un exemple un petit peu plus visuel à ce moment-ci. Donc, les vieilles techniques de budget, bon, on disait toujours, tu gardes les reçus, ou on écrit nos dépenses, puis à la fin du mois, on additionne tout ça. Ça fonctionne. Par contre, avec cette technique-là, ben là, à la fin du mois, ça nous prend 1 heure ou 2 pour tout déchiffrer au niveau de nos reçus. Une meilleure manière de faire notre tracking, quand ça vient au niveau du budget, c'est de le faire une fois par semaine. Si on fait ça une fois par semaine, en général, c'est beaucoup plus rapide. En moyenne, je dirais 5 à 10 minutes pour la plupart des gens. C'est ce que ça prend une fois par semaine. En le faisant une fois par semaine aussi, l'autre avantage, c'est qu'on voit les dépenses au cours du temps. Tandis que quand on le fait à la fin du mois, ça nous donne l'information qui est quand même bon. Par contre, l'argent est déjà dépensé. Ça devient très important quand le budget est serré. Si on n'a pas beaucoup de surplus dans notre budget, bien là, à ce moment-ci, c'est important de le savoir en avance. Si on fait ça une fois par semaine, voici un exemple. Donc, ça serait un revue de base pour quelqu'un qui travaille au salaire minimum, là, 30 heures par semaine, et ici en Ontario. Donc, loyer, il loue une chambre à 600 $ par mois, épicerie en moyenne au moins 250, dépenses d'essence, il paye de l'assurance pour la voiture, et puis autres dépenses. Donc, ça peut être restaurant, café, on décide comment on veut enligner les choses. Donc, on dit que les dépenses pour le mois seraient d'environ 1320. Donc, en théorie, on dit qu'on devrait avoir 472 $ de surplus à tous les mois. Donc, la théorie est là, les chiffres fonctionnent, tout est beau. Donc là, à ce moment-ci, c'est de faire notre tracking pour voir la vérité. Donc, si on fait ça toutes les semaines, la première semaine, bon, c'était pas une paye, on a payé notre loyer, on a eu de l'épicerie, un petit peu d'essence, l'assurance n'était pas due, et puis on a dépensé notre 50 $. C'est que là, tout est beau. Donc, semaine 2, on fait la même chose. Donc, deuxième semaine, c'était une semaine de paye. On voit nos dépenses. Semaine 3, même chose. C'est que là, déjà, par semaine 3, je peux voir que mon épicerie va probablement dépasser mon estimé de 250. Par contre, au niveau de l'essence, on dirait que je dépense moins. Donc, si mon budget serait très serré puis je n'aurais pas de surplus, bien là, à ce moment-ci, je sais qu'il faut que je fasse attention avec mon essence puis l'épicerie pour faire sûr que ça balance.
Donc, par la dernière semaine, donc c'est une semaine typique de un mois de 4 semaines. Donc, oui, définitivement, j'ai dépensé plus en épicerie que je planifiais. Par contre, j'ai aussi dépensé moins en essence. Donc, ce qui veut dire que sur le tout, j'ai simplement dépensé 5 de plus que prévu. Bon, mais ça, c'est pas grave. On a du surplus, pas de problème. Ça prend en moyenne environ 3 mois pour commencer à avoir une bonne moyenne. Donc, si après 3 mois que je vois qu'en général, je suis plus au niveau là, du 290 pour mon épicerie, bien là, après 3 mois, je peux réviser mon budget et dire, OK, bon, moi, je vais augmenter mon épicerie à 300 par mois. Par contre, mon essence, je peux peut-être la descendre à 120, 140 parce qu'on dirait que je n'en dépense pas autant que je pensais. On fait des ajustements. Puis le fait qu'on a des dépenses sous un titre, donc je dis 250 pour l'épicerie puis 160 pour l'essence, les choses peuvent bouger. C'est juste pour nous aider à savoir, ben, là, ce que je pense que je dépense dans ces catégories-là. En faisant notre tracking, on va vraiment voir la vérité, mais on peut faire des échanges de lignes, ça, c'est pas de problème. Ce qui compte, c'est au bout de la ligne, combien qui est rentré, combien j'ai dépensé, puis là, pour faire sûr que ça fonctionne. Et puis à ce moment-ci, quand on sait où que c'est dépensé, bien là, ça nous donne l'information pour regarder au niveau changement s'il y a des changements à faire. Est-ce qu'il y a des questions avec cette partie ici? C'est beau? Donc, à ce moment-ci, on va parler de gérer nos dépenses, devenir un consommateur plus avisé. Donc, 44 des travailleurs canadiens vivent d'une paie à l'autre. Je crois que c'est probablement un plus haut pourcentage que ça. C'est qu'on ne le réalise pas tout, mais c'est définitivement une situation commune où on attend pour la paie de rentrée parce que là, le compte de vide il commence à être vide. Donc, encore là, c'est là où un budget peut vraiment nous aider de ce côté-là. Donc, on va parler de certaines catégories quand on regarde l'épargne. On va parler des choses comme vérifier nos factures, négocier des forfaits plus avantageux, penser et revoir nos dépenses côté alimentaire, épicerie, restaurant. Puis, on va regarder les grosses dépenses comme être propriétaire, acheter une voiture ou acheter une maison. Donc, la première, ça sonne quand même assez simple, vérifier nos factures. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ne font pas. On reçoit la facture, on regarde combien qu'on doit, puis on paye. Mais c'est très important de regarder les détails en arrière de la facture, surtout quand on commence des nouveaux services, parce que malheureusement, les compagnies font des erreurs très souvent. Donc, si on ne réalise pas les erreurs immédiatement, si on appelle 3-4 mois plus tard, souvent, à ce moment-là, ils ne voudront pas corriger les erreurs, ils vont dire que ça fait trop longtemps. Donc, c'est important de vérifier chaque facture à tous les mois, faire sûr qu'il n'y ait aucune erreur, aussi l'information, bon, combien je dois payer, par quelle date, pour faire sûr qu'on paye à temps, parce que la plupart des compagnies de nos jours, si on paye en retard, même si c'est juste une journée, nous chargent des frais à ce moment-ci de retard. Les frais ne sont pas très élevés d'habitude, mais par contre, si on paye des frais de retard sur plusieurs comptes, bien là, encore une fois, ça commence à additionner. D'autres moyens, négocier des forfaits plus avantageux. Donc, encore là, la plupart des gens, on a des services de quelque sorte, cellulaire, Internet, télévision, ces choses du genre-là, même Netflix, Amazon et puis tout ça. La plupart des services qu'on reçoit quand on commence un service, bon, mais il y a toujours des super promotions. Ils nous offrent des bons prix. Souvent, on se retrouve à prendre encore plus de services qu'on voulait parce que la promotion nous en donne plus, puis c'est encore moins cher ce qu'on voulait. Par contre, c'est que les promotions éventuellement se terminent. Donc, c'est encore là important de regarder nos factures pour voir que les promotions sont terminées. C'est toujours une bonne indication à ce moment-ci d'appeler les compagnies parce qu'ils ont d'habitude, ils ont d'autres promotions. C'est aussi un bon temps de reviser à ce moment-ci les services qu'on a, parce qu'à ce moment-ci, nos besoins changent avec le temps. Donc, les services qu'on voulait un an dernier, comparé aux services qu'on veut aujourd'hui, bien, à ce moment-là, ça peut changer. Donc, nos besoins changent au cours du temps. Donc, on devrait toujours réviser nos services au moins une fois par année pour faire sûr qu'on a encore des choses qu'on a besoin aujourd'hui et non les choses qu'on avait besoin un an dernier. Donc, c'est de simplement communiquer avec ces compagnies-là, voir s'ils ont des nouvelles promotions, faire des changements selon vos besoins pour encore là essayer de réduire le coût de ces services
qui peut aider au budget à ce moment ici. Parce qu'on a souvent des fois des services qui faisaient du sens 1 an ou 2 derniers, par contre, pas nécessairement de nos jours. Réduire nos coûts de services bancaires, encore là, dépendant avec qui vous faites affaire côté banque. La plupart des banques typiques, coût par mois, c'est entre 15 et 16 pour pouvoir utiliser des billes sans frais additionnels, des choses du genre. Par contre, en tant que membre, si vous faites affaire avec la Banque de Montréal, à ce moment-ci, il n'y a aucun frais. Et puis, de nos jours, il y a aussi plusieurs banques virtuelles qui offrent les services bancaires sans frais. Donc, c'est encore une fois, c'est de parler à votre banque, tout simplement, pour voir si vous payez des frais. À ce moment-ci, quel autre service qu'ils offrent? Est-ce que vous avez besoin du package qui vous offre tout? Si vous utilisez de l'argent et pas vraiment des billes, à ce moment-ci, vous n'avez peut-être pas besoin de payer pour le gros package. Donc, c'est vraiment de voir ce qui rentre vos besoins. Parce que les compagnies aiment nous vendre des produits, même si on n'a pas de besoin. Puis, ils nous font toujours sentir comme si c'était une bonne deal, mais par contre, si on n'a pas de besoin, ben, ça ne nous donne pas grand-chose. Donc, c'est vraiment de faire sûr que vous payez pour les services dont vous avez besoin et non les services que les compagnies aiment nous vendre à ce moment-ci pour faire sûr que vous payez pour la bonne chose. Un outil ici qui est disponible, donc c'est l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, FCFC en abréviation. Donc, c'est la branche fédérale du gouvernement qui contrôle toutes les banques fédérales canadiennes. Donc, leur site est plein de très bonnes informations. Vous pouvez comparer toutes les banques, les frais qu'ils chargent, combien d'intérêts qu'ils payent, les cartes de crédit qui sont disponibles sur le marché. Du côté personnel, du côté entreprise. Ils ont des outils de planification, des outils de budget. Donc, c'est un très bon site où il y a quand même beaucoup d'informations de ce côté-là. Un autre endroit qu'on peut sauver, donc on regarde côté les services numériques, donc les portefeuilles mobiles qui deviennent de plus en plus populaires. Encore là, c'est une assez nouvelle technologie. Mais par contre, c'est toujours d'être conscient à ce moment-ci, quand on utilise ces services-là, de faire attention au niveau de la sécurité. Parce que si on perd notre téléphone ou quoi que ce soit, ben à ce moment-ci, ça peut donner accès aux gens qui trouvent ça. Donc, il s'agit juste de faire attention et de bien comprendre les services à ce moment-ci. Donc, on regarde, avez-vous besoin d'un cellulaire ou à ce moment-ci, de nos jours, il y a plusieurs gens qui ont plus de lignes résidentielles. Donc, la plupart des gens fonctionnent avec simplement un cellulaire. Donc, encore là, les coûts peuvent varier quand même beaucoup de ce côté-là. Donc, c'est faire sûr d'avoir les services dont vous avez besoin. Si vous êtes sur un forfait mensuel, donc en théorie, vous devriez toujours payer la même chose à tous les mois. Donc, si à tous les mois, il y a des frais additionnels, ben ça voudrait me dire que ce n'est peut-être pas le bon forfait pour vous. Donc, c'est vraiment à ce moment-ci de regarder où sont mes dépenses additionnelles. Est-ce qu'il y a un forfait qui fonctionnerait mieux pour mon besoin à ce niveau-là? Parce que c'est vraiment l'idée d'avoir un forfait, c'est que ça coûte la même chose à tous les mois. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, ça peut arriver là, où une dépense hors de la norme, mais comme je dis, en temps normal, ça devrait être la même chose à tous les mois. Donc, c'est juste de garder un œil sur ce type de dépenses-là. Je vais reculer un petit peu ici, mais je pense que j'en ai manqué une. Ah non, je ne l'ai pas. Donc, quand on regarde regrouper des services, à ce moment-ci, c'était quelque chose qui était très populaire il y a 10-15 ans, où quand on avait plus d'un service avec une compagnie, ils nous offrait des escomptes, donc on épargne de 5, 10 jusqu'à 15 pour 4 services, qui est encore offert par les grosses compagnies, donc les Bell puis Rogers du monde, et puis tout ça continue à offrir ces services-là. Par contre, de nos jours, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des revendeurs de services, surtout côté cellulaire et puis Internet, qui est des plus petites compagnies qui, de nos jours, souvent offrent des prix très avantageux comparés aux autres. Donc,
les épargnes pour regrouper des services n'est plus aussi bon que c'était. Pour sauver de l'argent de nos jours, surtout sur l'Internet et cellulaire, c'est vraiment de faire des recherches sur les plus petites compagnies, ces revendeurs de services-là. Souvent, on va trouver vraiment des bons escomptes. Et puis, c'est exactement le même service. Donc, cette compagnie-là revend, disons, de l'Internet d'elle, mais ils chargent la moitié du prix parce qu'eux autres, ils l'achètent en gros de Bell directement. Donc, c'est toujours de voir de ce qu'il y a disponible dans votre région. Réduire les dépenses alimentaires, encore là, donc la nourriture, comme je disais, en moyenne, par ici, par adulte, 250-300 $ par mois est très normal. Puis si on aime manger santé ou on mange plus, ça peut facilement aller jusqu'à 400 $ par mois par adulte. Donc, manger au restaurant, ça coûte encore plus cher. Donc, les petites choses comme les déjeuners, manger à la maison, ça peut nous aider à sauver de l'argent, amener des lunchs, collations, même les petites choses comme amener nos boissons, se faire un café à la maison, ça peut épargner. Il parle de manger végétarien une fois par semaine. Pour être honnête, les légumes peuvent être aussi dispendieux, dépendant des saisons ou le type. Mais ce que ça veut dire, c'est vraiment de regarder à ce moment-ci nos choix. On a tous des choses qu'on aime manger. Par contre, il y a des périodes où c'est plus dispendieux que d'autres. Donc, c'est de faire une question de est-ce que je le mange ou non? Est-ce que j'en achète cette semaine ou non? Donc, c'est vraiment de faire des choix personnels de qu'est-ce qui vaut quoi pour nous. Préparer un gros plat pendant la semaine ou fin de semaine et faire congeler, ça, c'est très, très pratique, surtout pour si on regarde soit des petites familles de juste une ou deux personnes, cuisiner, bon, ben, c'est plus facile d'en faire un gros montant. Et puis à ce moment-ci, on peut faire des plats pour des dîners puis des lunchs congelés. À ce moment-ci, si ça ne nous tente pas de cuisiner, ben là, au lieu de commander, ben là, on peut sortir quelque chose du congélateur. Puis il n'y a pas grand-chose de nos jours qu'on ne peut pas congeler. Donc, c'est définitivement une manière non seulement de vous sauver de l'argent, mais ça vous sauve aussi du temps. Donc, que ça ne nous tente pas, ben, on a des options à ce moment-ci. Faire nos courses avec un ami dans les supermarchés à prix réduit. Donc, quand on regarde les styles Costco ou gros magasins, où que tout vient, bon, une caisse de quelque chose. Oui, des fois, les prix sont bons. Par contre, il faut connaître nos prix parce que les prix ne sont pas toujours les meilleurs, mais ils ont définitivement des bons prix sur certaines choses. Mais par contre, on se retrouve avec une caisse. Donc là, ça peut être une question de place ou en a trop. Donc, regardez dans nos cercles d'amis, à ce moment-ci, on peut-être des amis qui sont dans des situations similaires. Et puis là, à ce moment-ci, on peut faire du magasinage ensemble, séparer les quantités, tout le monde a les épargnes et ça fonctionne un petit peu mieux. Donc, c'est une des manières à ce moment-ci de sauver de l'argent. Ensuite, on parle de faire un budget et de le respecter. Donc, premièrement, il faut faire de la suivi de nos dépenses pour au moins 3 mois pour voir c'est quoi nos dépenses, voir si on est confortable avec ce montant-là. Et puis, une fois qu'on est où qu'on veut être, ben, il faut continuer à faire nos suivis de ce côté-là pour essayer de rester dans les montants d'épargne qu'on veut garder. Donc, quand on regarde à planifier, économiser encore à l'épicerie, donc planifier nos repas, nos collations, donc pouvoir acheter en avance pour savoir ce qu'on va faire au cours de la semaine. Moi, personnellement, ma technique, c'est quand je fais mon magasinage, surtout au niveau des viandes, bon, ben là, je vois ce qui est en vente. Puis là, ben, à ce moment-ci, à partir de là, je planifie mes repas pour la semaine. Une autre technique, c'est de regarder les dépliants pour voir ce qu'on va acheter en avance pour pouvoir planifier nos repas. Et puis, un, ça nous sauve de l'argent. Deux, ben, ça nous aide à planifier ce qu'on va faire côté repas. Préparer une liste. Quand on a une liste, on n'oublie pas ce qu'on a de besoin. Puis ça nous aide aussi à savoir de ce qu'on n'a pas de besoin. Si ce n'est pas sa liste, mais à ce moment-ci, est-ce qu'on a de besoin? Est-ce qu'on l'a oublié ou c'est juste parce qu'on vient de le voir et on décide d'acheter des choses en surplus? Donc, c'est toujours un outil très, très pratique. Faire le plein d'articles de saison congelés, c'est toujours une option quand on a de la place aussi. Donc, à cet ainsi de l'année, il y a plusieurs légumes frais qui sont vraiment pas chers. Donc, c'est un bon temps à ce moment-ci d'acheter peut-être plus de ces items-là si on est capable de les conserver.
Après de connaître les magasins les plus économiques, donc il y a toujours certains endroits qui sont un petit peu mieux que d'autres. Encore là, c'est de faire de la recherche. Il y en a qui vont faire ce qu'ils appellent du price matching avec les prix, donc c'est de connaître. Rechercher les remises, les coupons, donc les escomptes, et puis voir de tout ce qui est disponible. Et puis, il y a plusieurs outils disponibles de nos jours avec les mobiles, avec les applications mobiles, encore là, qui peuvent nous aider à nous montrer ce qui est en vente présentement, à créer nos listes. Donc, il y en a plusieurs de disponibles présentement. Et puis, acheter des articles non alimentaires dans des magasins à rabais, c'est une autre possibilité aussi. Donc, c'est vraiment de connaître les meilleurs endroits pour acheter certains items. Et finalement, on parle de ne pas faire votre épicerie sur l'estomac vide, qui est absolument vrai. Quand on fait notre épicerie et puis qu'on a faim, ce n'est plus nécessairement une question de ce qu'on a besoin, c'est ce qui a l'air bon présentement parce qu'on a faim. Et puis, je peux définitivement admettre que c'est quelque chose que je faisais personnellement pendant plusieurs années, ou que quand je faisais mon épicerie en temps normal, je n'avais pas mangé encore, j'avais faim, puis j'achetais plus d'épicerie que je devrais. Puis il y avait aussi plus de pertes parce que là, j'achetais trop de choses. Donc, en faisant mon tracking, j'ai découvert ça. J'ai trouvé la raison. Donc, maintenant, quand je fais mon épicerie, je fais sûr d'avoir une liste. Puis là, quand je regarde des choses à acheter qui ne sont pas sur ma liste, bien là, je sais que la plupart du temps, c'est juste parce que j'ai faim. Et puis à ce moment-ci, je continue puis je ne les achète pas. Puis ça, c'est quelque chose que quand ça vient à nos dépenses personnelles, une grosse partie, c'est de nous connaître mieux. Le plus qu'on découvre nos petites choses qui ont tendance à nous faire dépenser, bien là, à ce moment-ci, ça nous donne de l'information. Hein, comment je vais changer ça? Comment je vais prendre contrôle de mes dépenses en trouvant ce qu'on appelle des triggers pour nos dépenses. Donc, pour moi, ça en était une, ça, à ce moment-ci, où que j'ai découvert qu'une liste est très importante parce que quand je vais faire mon épicerie, j'ai faim. Donc, à ce moment-ci, avec cette technique-là, ben là, je dépense moins, puis je jette moins aussi. Avez-vous vraiment besoin d'une voiture? Donc, dépendant d'où qu'on vit et nos besoins, c'est sûr qu'une voiture, c'est quelque chose qui peut être un besoin comme tel. Par contre, c'est aussi un des endroits où que beaucoup de gens, du côté budget, créent des problèmes. Parce que souvent, on ne regarde pas nécessairement toutes les dépenses qui viennent avec une voiture. Donc, oui, il y a le prix de la voiture si on la finance, mais après ça, il y a l'essence, les assurances, les réparations, le maintien. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qu'une fois qu'ils achètent une voiture puis qu'ils la financent, tout d'un coup, les choses ne fonctionnent plus. Puis 6 mois plus tard, c'est là qu'ils viennent nous parler parce que les chiffres ne fonctionnent plus. Donc, c'est un gros achat. Quand on finance une voiture, malheureusement, les chances d'être capable de la vendre sont très minimes parce que le financement est connecté avec la voiture. Et puis à ce moment-ci, on ne peut pas la vendre parce qu'en temps normal, personne ne va acheter une voiture qui a un lien dessus. Donc, à ce moment-ci, on est pris avec la voiture. Donc, c'est toujours important d'avoir un bon budget, de vraiment savoir et connaître nos dépenses avant de faire ce genre de dépenses-là, parce qu'une fois que c'est fait, ben, c'est plus difficile à ce moment-ci de trouver des solutions. Si on n'a pas de voiture, il y a des options dépendant d'où qu'on vit encore. Donc, l'autopartage, ça peut être économique. On dépense, on sépare les dépenses. Donc, il y a quand même plusieurs bénéfices de ce côté-là. Donc, si c'est une option, à ce moment-ci, c'est définitivement quelque chose qui peut aider au côté de réduire les dépenses au lieu d'acheter une voiture. Donc, si vous pouvez vous le permettre, que ce soit une voiture, une maison, un gros achat, des réparations ou quoi que ce soit, de nos jours, avec notre cher ami Google, il y a plein d'outils qui peuvent nous aider très facilement. Donc, si on prépare à acheter une voiture ou même faire une réparation ou quoi que ce soit, puis c'est des plus gros montants et puis qu'on a besoin de le financer. Donc, c'est tout simplement de regarder ce que ça veut dire exactement. Parce que les chiffres, ça ne dit pas toujours vraiment la réalité, à moins qu'on regarde un petit peu plus creux. Donc, c'est là où on peut regarder emprunt auto ou comment payer ma carte de crédit à zéro. Il y a plein d'outils qui vont sortir. Et puis à ce moment-ci, c'est d'en trouver un que vous êtes confortable avec.
Puis on met nos chiffres, bon, ben, le taux est X, voilà le paiement par mois, voilà le taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous donne toute l'information, combien que ça va vous coûter en intérêt, combien de temps que ça va vous prendre à le payer. Ça peut nous aider à ce moment-ci à prendre des décisions différentes. Parce que quand on voit cette information-là, des fois, on se dit, OK, ça va me coûter plus cher que je pensais, je vais peut-être regarder une différente option. Donc, les outils sont là, sont gratuits, ou encore vous nous appelez. Donc, je suis disponible en tout temps. Et puis, on regarde ça ensemble pour voir à ce moment-ci, pour faire sûr que tout est correct avant que vous passiez à la transaction. Donc, c'est définitivement un service qu'on offre à n'importe quel temps. Situation dans laquelle il n'y a pas d'avantageux d'être propriétaire. Donc, en temps normal, si on regarde pour acheter une maison, il faut rester là au moins 5 ans avant de vraiment commencer à avoir du retour dans l'investissement. Donc, être propriétaire, en théorie, ça devrait être un investissement. Donc, on devrait faire de l'argent. Mais, comme je dis, il faut être à la bonne position. Donc, si il y a des changements qui s'en viennent, on va peut-être changer de ville, un nouveau posting ou quoi que ce soit, ben là, c'est peut-être pas le temps d'acheter à ce moment-là. Donc, c'est vraiment de regarder à nos plans futuristiques. En moyenne, comme je vous dis, ça prend au moins 5 ans de ce côté-là pour commencer à avoir un retour de ce côté-là. Encore là, il y a le côté des assurances. Il y a plusieurs assurances disponibles à ce moment-ci. Ça varie beaucoup, les assurances maison, voitures, assurances personnelles, de toutes sortes. Donc, c'est sûr qu'il y a des bénéfices à ces assurances-là. Faire sûr d'avoir la protection qu'on a de besoin selon les choses qu'on a de besoin. Et les prix peuvent définitivement varier beaucoup, dépendant d'où qu'on vit. Donc, encore là, un avantage de ces sites pour vous en tant que membre, c'est que nous offrons ces services-là pour les assurances personnelles. Donc, en moyenne, les prix sont très, très bons. Et puis, on a aussi une entente avec la personnelle. Donc, en tant que membre pour les assurances maison-voiture, vous avez des escomptes disponibles avec la personnelle. Encore là, c'est une question de faire sûr que vous êtes au courant de tous les opportunités qui vous ont offertes en tant que membre des forces. Donc ici, juste pour donner une petite idée encore plus visuelle, donc on parle de différentes choses qui peuvent vous aider à sauver de l'argent. Donc on parlait, bon, comme amener un lunch 3 fois par semaine. Donc en moyenne, ça vous sauverait environ 5 $. Donc ça nous coûte à peu près 3 $ à faire. Donc ça sauve 15 par semaine, 60 par mois, jusqu'à 720 $ par année. Donc, encore là, c'est des petites dépenses qui additionnent. C'est que là, si on amène un lunch 5 fois par semaine, ben là, ça peut nous sauver encore plus. Transport, même chose, avoir une voiture ou utiliser du transport public peut définitivement nous sauver. Si on n'utilise plus la voiture pour aller au travail à tous les jours, ben là, on devient conducteur occasionnel avec pas beaucoup de millage. Si on laisse savoir à notre assurance auto, ça peut réduire nos frais mensuels au niveau de l'assurance. Ça nous coûte moins cher d'essence et puis toutes les choses qui viennent avec ça. Forfait de téléphone, encore l'utilisation plutôt que mensuel. Encore là, ça dépend de notre besoin. Mais par contre, si vous êtes sur un forfait mensuel, puis à tous les mois, on paye du surplus parce que ce n'est pas le bon forfait pour nous, bien là, à ce moment-ci, ça peut vous coûter facilement un 360 $ par année en surplus. Donc, c'est souvent un endroit où des gens vont dire « Ah ben moi, mon forfait est seulement 50 $ par mois. » Oui, mais à tous les mois, vous payez un extra 10 $ pour ci et ça. Donc, ce n'est pas vraiment 50 $ par mois. Donc, à ce moment-ci, il faudrait voir s'il n'y aura pas un meilleur forfait. Mais ça donne juste une idée à ce moment-ci comment les petites choses peuvent aider à faire des changements au niveau du budget. Ensuite, on va parler de votre facteur latte. Nous avons tous toutes nos petites extravagances, quel que soit le niveau de notre revenu. Donc, encore là, ça peut être n'importe quoi. Comme ça dit, on a toutes nos petites extravagances. Ça peut être des cafés de luxe, repas au restaurant, achats impulsifs. Il y en a que c'est les téléphones, des collections. Il y a plein de choses. Donc, on a toutes ces petites choses-là. La seule chose, c'est que des fois, on ne réalise pas toujours combien on dépense sur ces petites choses-là. Donc, un exemple que je vais vous donner. Bon, moi, je suis un buveur de café. Donc, je faisais mon Tim Hortons 2-3 fois par jour et puis c'est 2 $, 5 $. Donc, ça ne paraît pas quand même beaucoup.
Mais là, quand tu fais tes suivis, puis d'un coup, tu regardes combien exactement je dépensais juste pour café, muffin, ben là, c'est en moyenne environ 300 par mois. Bon, ben là, je le savais exactement c'était quoi. Personnellement, moi, je trouvais ça ridicule de dépenser 300 par mois dans un Tim Hortons. Donc, j'ai décidé de faire des changements parce que mes petites dépenses extravagantes, je trouvais que je pouvais faire quelque chose de mieux avec mon argent. Donc, là, j'ai dit, OK, ben, je vais y aller juste une fois par jour, puis that's it. Je dépense encore en moyenne entre 80 et 100 par mois. Mais ça, je suis confortable avec ça. Et là, je viens de libérer 200 par mois pour quelque chose d'autre qui est plus important pour moi. Donc, encore là, c'est toujours une question personnelle. Qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas nécessairement pour un autre. Donc, c'est votre argent, vous la gagnez, vous la dépensez. Moi, ce que je vous aide, c'est de figurer où vous la dépensez pour faire sûr que vous êtes d'accord avec vos dépenses. Donc, ça, c'est des petites choses souvent qu'on ne réalise pas de ce côté-là ou combien on dépense sur ces petites extravagances-là. Donc, encore là, en faisant nos suivis côté budget, bien, on peut faire ces découvertes-là qui nous aident à faire des décisions à ce moment-là. Question à se poser, quand un désir devient-il un besoin? Bon, j'ai étudié en marketing, puis la première chose qu'on apprenait en marketing, c'est qu'un besoin est un besoin, un désir est un désir. On ne peut pas changer un désir en besoin. C'est un mensonge marketing. Tout le monde essaie de nous faire croire ça. Une des raisons pour ça, c'est que la définition des mots ont changé avec le temps. Quand on parle d'un besoin de nos jours, ça veut dire à peu près n'importe quoi. Mais la vraie définition du mot besoin, quand on regarde euh, dans le monde finance, un besoin, c'est quelque chose qu'on a besoin pour survivre. Ça, c'est un vrai besoin. Donc, on a besoin d'un toit, on a besoin de l'électricité, du chauffage, on a besoin de la nourriture, on a besoin d'un certain montant de vêtements. Ça, c'est des besoins, absolument. Tout le reste devient un désir. Mais encore là, avec le temps, le mot désir, lui, on a changé aussi sa définition, parce que quand on parle de désir, ben là, c'est comme si on demandait quelque chose d'extra, là. Mais ce n'est pas la réalité. Et puis, les mots ont quand même beaucoup de force. C'est que si on utilise les mots de la bonne manière, ça nous aide à ce moment-ci aussi de notre côté de dépense. Parce que si je dis que j'ai besoin de quelque chose, bien à ce moment-ci, je n'ai besoin, donc je peux le justifier, je peux le financer, je peux trouver un moyen. Ben, j'en ai besoin. Tandis que si je regarde quelque chose puis je dis, ben, je le veux, oui, OK, c'est correct, je le veux, il n'y a rien de mal avec ça. Par contre, c'est peut-être pas le bon temps, ça sera une dépense additionnelle. Là, c'est plus facile de dire non. Donc, si on utilise les bons mots, ça nous aide à moins dépenser. Puis, il n'y a absolument rien de mal avec des désirs puis de vouloir des choses, mais c'est juste de faire sûr qu'à ce moment-ci, quand on utilise le mot besoin, bien là, on se le justifie. Puis là, à ce moment-ci, on a tendance à le dépenser plus vite. Ensuite, on doit regarder ce qui nous incite à acheter. Donc, encore là, tous les gens sont différents. Il y en a, c'est la publicité, les amis, tendance de mode ou juste mauvaise journée. C'est de voir ce qui a tendance à nous faire dépenser de l'argent. Puis là, à ce moment-ci, quand on se découvre comme ça, puis on découvre les choses qui ont tendance à nous faire acheter, bien là, à ce moment-ci, on est capable d'en prendre contrôle. Bon, il y a certaines personnes qui dépensent beaucoup en ligne, par exemple, entre eBay, Amazon et puis tout ça. OK, on identifie qu'un individu a tendance à faire beaucoup d'achats en ligne pour toutes sortes de choses parce qu'ils ont tendance juste à aller voir ce qu'il y a, mais quand ils vont voir, ils se retrouvent toujours à acheter. Bon, mais là, à ce moment-ci, c'est peut-être une question de ne pas aller juste regarder quand on n'a rien à acheter pour essayer d'éliminer les tentations. Donc, encore là, c'est une question de se comprendre. Puis là, si on continue à faire nos suivis, bien là, on peut voir que, ah, OK, là, j'en dépense moins, là, je suis plus confortable. Si on regarde, est-ce que l'envie d'acheter s'estompe le lendemain ou est-ce que nos achats nous rendent plus heureux? Donc, quand les achats nous rendent plus heureux, c'est l'expression anglaise shopping therapy. Mais pour certains gens, c'est un problème. Si on a une mauvaise journée où il est arrivé quelque chose, donc on dit, bon, ben, je vais aller à mon petit magasin favori, ben, ça me remonte le moral. Mais le problème, ce n'est pas la visite au magasin qui a tendance à relever le moral. D'habitude, c'est parce qu'on s'achète un petit quelque chose.
souvent, le lendemain ou plus tard dans la journée, des fois, on le regrette même de l'avoir acheté. On se dit, ah, j'aurais pas dû dépenser ça, mais au moins, ça m'a aidé dans ma journée. Mais là, le problème, c'est quand on trouve qu'on est déçu parce qu'on a fait la dépense, puis on a une mauvaise journée encore. Donc, on retourne faire un petit tour à notre magasin préféré parce qu'on sait que ça nous aide, et puis on achète encore. Donc, c'est des choses pour certaines personnes, c'est définitivement, là, ça fait partie de leur vie. Donc, c'est d'être capable d'identifier ça pour pouvoir travailler avec à ce moment-ci, puis trouver une manière de changer les habitudes ou que ça nous aide à dépenser le moins d'argent. Ensuite, on regarde au niveau des besoins. Bon, quels besoins on a amené à faire des achats qui amènent la poussière. Donc, on a tous ces objets-là où on a acheté, ah, je n'ai de besoin, je l'ai acheté. J'en ai jamais servi, c'est dans le fond d'un garde-robe ou les étiquettes sont encore dessus. On a tout fait ça. Il n'y a pas personne qui a pas fait ça dans sa vie. La bonne chose, c'est de nos jours, on peut vendre à peu près n'importe quoi, surtout en ligne. Donc, quand on a des choses qu'on ne se sert pas, qu'on a achetées, à ce moment-ci, on peut toujours essayer de les revendre pour refaire un petit peu d'argent. Et puis, ça nous aide aussi dans le futur au niveau des achats pour faire un petit peu plus attention de ce côté-là. Et puis, finalement, c'est quelles sont les choses dont vous pouvez apprendre à vous passer. Donc, c'est toujours une question personnelle, surtout quand on va parler plus tard de créer des buts, créer des épargnes, faire des gros achats. C'est normal, nature humaine, on veut tout avoir. Malheureusement, on sait qu'on ne peut pas tout avoir. Donc, ça vient toujours une question de choix. Donc, on doit tous faire des choix ou quelles sont nos priorités? Qu'est-ce que je vais m'acheter? Qu'est-ce que je ne m'achèterai pas parce que j'ai d'autres projets ou d'autres idées plus importantes? Donc, c'est une question de choix que chaque individu doit faire. Et puis, les réponses parviennent de chaque individu parce que c'est des réponses personnelles. Donc, ce qu'une personne fait à un autre, c'est toujours différent. Il n'y a pas de réponse d'un bord et de l'autre. C'est ce qui fonctionne pour vous avec votre argent. Réduire les achats impulsifs. Donc, définitivement, quand ça vient aux achats impulsifs, c'est un autre endroit où on peut dépasser quand même plus d'argent qu'on le réalise. Un achat impulsif, en ce moment ici, donc on peut faire de l'épicerie, on se promène, bon, on voit un magasin ou quelque chose en vente, ou c'est joli, je l'achète. Si tu n'as pas planifié, on n'est pas sorti pour faire cet achat-là. Donc, quoi que ce soit, à ce moment-ci, c'est un achat impulsif. Puis c'est une manière définitivement qui peut souvent nous coûter quand même plus cher. Donc, si on a tendance à faire beaucoup d'achats impulsifs, bien là, c'est une des techniques pour faire attention. C'est surtout si on utilise beaucoup de cartes de crédit, c'est de les laisser à la maison, pas les amener avec soi, payer nos achats en argent comptant. Souvent, quand on paye comptant, ça change un petit peu notre attitude. Les cartes de crédit, cartes débit, de nos jours, c'est tellement facile. À moitié du temps, on n'a même plus besoin de mettre notre numéro de code. On fait l'achat. C'est presque surréel. On ne réalise pas la dépense. Par contre, quand on sort de l'argent de notre portefeuille ou de notre poche, puis que là, on paye pour l'item, là, c'est un petit peu plus vrai de ce côté-là. Là, on voit l'argent disparaître. Donc, à ce moment-ci, quand on a fait nos achats avec l'argent comptant, des fois, ça nous aide à dépenser moins parce que là, on trouve ça plus difficile à se séparer de l'argent. Il y a certaines banques qui sont très généreuses avec leur marge de crédit. Encore là, vous avez le droit de demander de faire réduire ça. Avoir des super grosses marges de crédit, ça ne vous aide pas nécessairement non plus. Ça vous ouvre côté risque si jamais vous perdez votre carte. Puis si vous avez tout simplement pas besoin d'une aussi grosse marge de crédit, vous appelez votre banque, vous leur demandez de la réduire. Et puis on se protège de soi-même à ce moment ici pour limiter combien qu'on peut dépenser. Souvent, il y a des items, encore là, comme je dis, si ce n'était pas planifié, vous voyez quelque chose que vous voulez acheter, donnez-vous le temps d'y penser. On dit, attendez au lendemain, tournez à la maison, pensez-y. Si le lendemain, vous pensez encore à ce item-là, puis vous dites, ouais, non, je le veux vraiment, puis là, vous allez le chercher, puis vous allez l'acheter, bien là, à ce moment-là, ce n'est plus un achat impulsif. Parce que là, vous avez eu le temps d'y penser, vous avez regardé, vous avez fait la décision, puis vous y retournez. À ce moment-ci, vous y allez, puis vous allez le chercher. Encore là, il n'y a rien de mal avec ça, mais là, vous avez vraiment eu le temps d'y penser. En moyenne, ils disent que 90 des gens qui se donnent cette période d'attente-là avant de faire l'achat ne retournent pas pour faire l'achat. Donc, si à 90 du temps, les gens ne retournent pas faire l'achat, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas tant que ça. À ce moment-ci, ils voulaient juste parce qu'ils étaient là. C'était un achat d'opportunité. Ils le font,
Par contre, s'il ne l'aurait pas acheté, il ne manquerait pas non plus. Donc, c'est se donner la chance d'y penser un petit peu pour faire sûr que c'est un achat qu'on veut vraiment faire. Les justifications typiques, c'est en vente, 50 75 oui, c'est correct. Mais un, c'était pas planifié. Deux, est-ce que c'est un besoin ou un désir? Trois, même si c'est en vente, on dépense quand même 50 ou 25 sur quelque chose qui n'était pas planifié. Donc, il faut vraiment regarder ça pour faire qu'est-ce qui est notre priorité? C'est-tu faire cet achat-là ou j'ai besoin d'argent pour quelque chose d'autre qui est plus important? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce un désir? Pour simplement nous aider à faire le bon choix. Autant que ça peut sonner compliqué, ça, c'est des discussions qu'on se fait dans la tête, puis quand on devient habitué, là, ça prend une demi-seconde, mais tout ça se passe dans notre tête, puis on dit, ah, OK, ben, là, je vais y penser, puis je reviendrai demain. Ça fait des petits trucs de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des questions à ce point-ci? OK. Donc, à ce point-ci, c'est la première partie qu'on parle budget. Donc, j'ai mon information à l'écran présentement. Donc, je suis conseiller financier de soutien virtuel. Donc, je suis disponible en tout temps. Donc, je travaille avec tous les gens aux États-Unis, en Europe, des régions du Canada aussi. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, ça me fait plaisir de parler un à un pour vraiment regarder votre situation. Ça peut être juste de l'aide de budget, ça peut être de l'aide avec les dettes, quoi que ce soit. Mais je suis définitivement disponible en tout temps. Encore là, je sais que surtout avec l'Europe, il y a des différences d'heures. C'est absolument pas un problème. Je peux modifier mes heures pour vous accommoder. Donc, ça, c'est aucun problème de ce côté-là. Donc, il ne faut tout simplement pas se gêner. S'il y a des questions, c'est tout simplement de nous appeler. C'est confidentiel, c'est gratuit. Donc, c'est juste de ramasser le téléphone ou m'envoyer un courriel. Et puis, ça me fait plaisir de vous aider. Et puis, on va avoir deux autres présentations qui s'en viennent. Donc, la prochaine, on va parler crédit et dette, comment bien travailler avec le crédit et puis comment payer les dettes. Et la troisième présentation, on va parler à ce moment-ci côté épargne, investissement et comment se créer des buts financiers. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui et j'espère de vous voir à la prochaine présentation. Merci.